Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels GPX enregistrés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un projet GPX dans l'ancienne version de GastroPlus. La première chose à noter est que bien que GPX ne soit pas rétrocompatible, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'ouvrir un projet GPX dans une ancienne version de GastroPlus, il est toutefois facile de recréer ce projet dans la version précédente. Étant donné le flux de travail logique et linéaire utilisé dans GPX, il est recommandé de parcourir les vues et panneaux dans GPX et de transférer les informations dans la base de données de l'ancienne version, plutôt que d'essayer de naviguer dans les onglets de la base de données de l'ancienne version et de devoir ensuite revenir dans GPX pour retrouver ces données. L'objectif est de créer un enregistrement dans la base de données de l'ancienne version pour chaque simulation d'intérêt présente dans le projet GPX. Et une fois qu'un enregistrement a été complété dans la base de données de l'ancienne version, il peut ensuite être copié chaque fois que le même actif composé est utilisé pour une simulation différente dans GPX. Nous recommandons donc de commencer par examiner les actifs utilisés dans une simulation spécifique dans la vue de simulation. Vous pouvez ensuite descendre la barre de navigation des données observées jusqu'aux simulations afin d'assurer la reproduction du projet GPX dans la base de données de l'ancienne version. Lorsque vous revenez à la vue des simulations, vous pouvez synchroniser les paramètres avec cet enregistrement de la base de données de l'ancienne version. Et les informations concernant les données observées, le dosage, la physiologie, la pharmacocinétique et le calendrier de physiologie doivent être saisies dans l'enregistrement approprié lorsqu'elles sont utilisées dans la simulation dans GPX. Pour illustrer cela, nous allons utiliser la bibliothèque GPX qui est fournie avec l'installation de GPX. Comme vous le savez peut-être, ce projet contient plusieurs simulations pour différents composés et nous allons nous concentrer sur deux d'entre eux. Tout d'abord le paroxycam. La première chose à faire est donc de créer une nouvelle base de données de médicaments dans la version héritée de GastroPlus. J'utilise GP 9.9 afin d'utiliser la même version d'Admet Predictor pour importer les composés à la fois dans GPX et GastroPlus. J'ai donc déjà préparé un fichier SD qui contient tous les composés de la bibliothèque du projet. Je peux donc simplement le sélectionner. Nous pouvons voir que nous utilisons des modèles compartimentaux, donc il n'est pas nécessaire de modifier la sélection du modèle PK par défaut, et nous utilisons généralement le comprimé comme forme de dose, donc nous allons commencer par importer un comprimé. Nous utiliserons également la clairance prédite de la microzone hépatique comme valeur provisoire, car il est très probable que ce soit l'un des paramètres qui changera lorsque vous mettrez à jour les propriétés. Comme je l'ai dit, utiliser GastroPlus 9.9 signifie que toutes les propriétés simplement prédites par Admet Predictor seront comparables entre les deux versions de votre base de données et de votre projet. Si vous utilisez une version antérieure de GastroPlus, l'Admet Predictor qu'il utilise sera différent et, par conséquent, vous devrez peut-être examiner ces propriétés prédites ainsi que toutes les propriétés que vous avez mises à jour pour vos simulations. Donc, si nous supprimons l'enregistrement du nouveau médicament, nous aurons alors tous les composés que nous avons importés. Donc, nous allons passer à la paroxycam et commencer à recréer cette simulation dans la version VB de GastroPlus. Nous savons que nous utilisons une gélule, alors sélectionnons la gélule comme forme posologique.
Et nous savons également que la dose est de 20 mg. Évidemment, nous partons du principe que nous avons correctement nommé notre calendrier de dose, mais nous pourrons revenir vérifier cela en descendant dans la barre de navigation plus tard. Nous utilisons un modèle compartimental et notre calendrier physiologique semble indiquer que le poids corporel est de 78 kg, donc mettons également cette information à jour. Si nous poursuivons dans les paramètres du composé, vous pouvez voir que nous utilisons un modèle à un compartiment, ce qui est reflété dans ce que nous avons importé depuis Admet Predictor. L'extraction hépatique de premier passage est activée, donc nous devons nous assurer que le volume est bien saisi ici. L'effet nanoparticulaire est activé et c'est la valeur par défaut, donc cela devrait convenir dans VB. Et l'effet des sels biliaires est également utilisé, donc nous devons vérifier cela aussi. Ainsi, le ratio de solubilisation est de 7,08 à 4, ce qui est correct. Ce chiffre varie. Il semble donc que d'autres propriétés qui influencent le calcul de cette solubilité seront mises à jour. C'est pourquoi, ou c'est l'une des raisons pour lesquelles nous le suggérons, en commençant et en terminant sur la vue des simulations, car à mesure que vous mettez à jour les éléments dans la barre de navigation, vous constaterez que ceux-ci devraient, espérons-le, s'aligner. Le modèle de dissolution est Johnson, qui est le modèle par défaut de GastroPlus, et le temps de précipitation est de 900 secondes avec une croissance constante des particules, avec un rayon initial de 1. Donc, encore une fois, toutes les perméabilités sont par défaut. Cependant, il peut être nécessaire de vérifier si nous annulons ici et regardons la perméabilité. Donc, c'est la bonne source, cependant les valeurs sont différentes. Il faudra donc y revenir une fois que nous aurons terminé l'onglet composé. Et pour le modèle A4, encore une fois, nous utilisons les paramètres par défaut ainsi que les données observées. Nous disposons donc de certaines données observées avec cette simulation. Nous avons un profil temporel de CP, mais nous avons également certains paramètres. Il faudra donc en tenir compte lorsque nous passerons aux données observées dans un instant. Et en ce qui concerne la configuration, le reste a tendance à être un paramètre spécifique à GPX, mais le temps de simulation est évidemment plus long, à 240 heures. Mettons donc cela à jour maintenant. Si nous passons maintenant aux données observées, vous pouvez voir que nous avons un profil temporel de CP pour le piroxicam, ainsi qu'un profil de solubilité du piroxicam. Commençons donc par l'exposition. Nous avons ici les données d'exposition du piroxicam. Nous ne pouvons pas copier à partir de ce tableau, mais vous pouvez copier à partir du graphique. Si vous faites un clic droit puis sélectionnez « Copier les données dans le presse-papier », vous pouvez les coller dans Excel puis les copier à nouveau pour les insérer dans un fichier OPD. Vérifiez que les unités sont identiques. Saisissez la dose et le poids corporel. Et pour être complet, envisagez de consulter le cahier de laboratoire pour voir si des notes ont été saisies avec ce profil. Ici, nous avons une référence pour la publication d'où proviennent les données. Encore une fois, vous pouvez souhaiter ajouter cela à votre fichier OPD avant de l'enregistrer. Et passer au fichier SPD. Pour afficher le SPD ou les données de solubilité, passez à la solubilité. Vérifiez que le bon nom de groupe est sélectionné, puis copiez à nouveau les données pour les coller dans Excel. Vous ne pouvez pas coller directement de GPX dans VB. D'accord, trouvons notre chargement. Chargez le fichier SPD. Coller. Vérifiez les unités. Cette fois, elles sont incorrectes, donc nous devrons les mettre à jour. Redessinez, puis retournez dans le cahier de laboratoire, cherchez votre solubilité et prenez toutes les notes que vous souhaitez conserver dans votre base de données VB avant d'enregistrer. L'autre chose que nous avons remarqué, c'est que nous avions certains paramètres qui peuvent être consultés dans ce tableau ici. Nous avons donc 100% de FA et 100% de biodisponibilité. Alors, allez à l'emplacement approprié dans votre base de données héritée et saisissez 100% F et 100% FA, puis je vais simplement enregistrer la fiche du médicament à ce stade. Voilà, la première vue est terminée dans GPX.
Nous devons maintenant commencer à examiner les autres vues. Encore une fois, vérifiez toujours, lorsque vous passez d'une vue à l'autre, que votre composé est bien celui que vous souhaitez, puis commencez à revérifier. Nous avons donc le bon poids moléculaire, ce qui est toujours rassurant, et le bon coefficient de diffusion. Nous n'avons pas de point de fusion, donc il peut rester à 0. En ce qui concerne la solubilité, nous devons apporter quelques modifications ici. Donc le pH est de 3,5 et la solubilité est de 5,9 à moins 3. La température est de 25. Ouvrons la vue de droite pour y jeter un œil. Vous pouvez voir que c'est identique. La densité est d'1,2, ce que vous pouvez également voir ici. Et puis la tension interfaciale est de 0 watts de 0,19 qui provient évidemment de l'ADMET prédicteur. Donc tout cela semble correct. Les solubilités biorelevantes peuvent venir ensuite. Et ici, nous pouvons voir que les valeurs sont identiques en les comparant. Cela signifie donc qu'aucune modification n'est nécessaire. Et ensuite, passons au pKa. Nous quittons ici et ouvrons le pKa. Nous avons 10,83, donc toutes ces valeurs semblent correctes. Et ensuite, nous avons le log P. Ici, il faut simplement le mettre à jour à 1,98. Puis, on rouvre à nouveau le tableau des pKa pour regarder le modèle utilisé. Le modèle est structurel, donc c'est bon. Et le graphique semble correct. La seule chose que j'aurais dû dire lorsque nous sommes revenus à la pKa, c'est que vous pouvez sélectionner le nom du groupe et voir que les données de solubilité mesurées du pyroxycam sont affichées sous forme de carrés noirs et que cela correspond assez bien au profil que nous voyons à l'écran. Nous pouvons donc faire cette même vérification visuelle dans VB pour nous assurer que nous n'avons pas fait d'erreur de frappe en saisissant ces données. Mais encore une fois, cela s'aligne plutôt bien. Donc cela semble... Ça devrait aller. Donc pour continuer, nous avons la perméabilité pour laquelle nous avons déjà eu un indice qu'elle pourrait être légèrement différente et en effet, c'est le cas. Ici, les unités sont différentes. Ici, les unités sont des CMESX 10.4 alors qu'ici, ce sont simplement des CMS. Il faut donc bien faire attention à cela lorsque vous saisissez ces données de perméabilité. En ce qui concerne Adson et Zimin, nous avons sélectionné Zimin ici, donc c'est bon. Nous vérifierons cela quand nous reviendrons aux paramètres de simulation dans un instant. Nous n'avons pas de cinétique enzymatique ni de cinétique de transporteur. Nous sommes donc maintenant prêts à passer au dosage. La première chose à faire est donc de confirmer le schéma de dosage que nous utilisons dans la simulation. Nous avons la gélule orale de 20 mg avec un schéma posologique de 25 UJ. Donc si nous sélectionnons cela ici, nous pouvons voir que nous utilisons la formulation de capsule orale de 25 mg. Nous savons maintenant que nous examinons les bons éléments dans GPX. Nous avons donc déjà mis à jour notre capsule et nous pouvons voir que le rayon moyen est de 25 avec un écart type de 0. Encore une fois, nous voulons simplement revérifier que cela est également cohérent. Pour celui-ci en particulier, nous n'avons pas besoin de nous soucier du type de distribution que vous pouvez voir ici, car nous n'avons aucun écart type et nous n'avons qu'une seule plage, mais nous voulons simplement faire défiler vers le bas et vérifier le facteur de forme. Et cela correspond parfaitement. La densité des particules, vous pouvez la voir sur l'onglet principal. Et ensuite, pour la couche de diffusion, vous devez ouvrir la fenêtre de votre modèle de dissolution pour voir que la couche de diffusion est réglée sur variable avec une épaisseur maximale de 30. Donc tout cela semble correct. Pour terminer cette vue, nous allons simplement revérifier le calendrier de dosage. Donc 20 est notre dose, 120 est notre volume de dose et il s'agit d'une seule administration, ce qui est bien reflété ici. Nous pouvons donc maintenant passer à la physiologie. Cependant, lorsque nous vérifions la simulation, c'est le calendrier de physiologie qui est indiqué. Tout d'abord, nous devons consulter le planning de physiologie et vérifier par exemple quelles physiologies sont dans le calendrier. Nous avons donc un calendrier de physiologie pour un humain à jeun de 78 kg. Si nous sélectionnons celui-ci, nous pouvons voir que c'est un calendrier très simple.
Nous n'utilisons qu'une seule physiologie tout au long de la simulation et il s'agit de la physiologie d'un humain à jeun de 78 kg. En nous assurant que celle-ci est sélectionnée, nous pouvons maintenant revérifier les paramètres. Comme nous le pensions, le poids corporel était de 78, nous l'avons déjà mis à jour. Nous savons que nous n'avons pas de modèle PK, donc nous pouvons ignorer le panneau PR et descendre vers le panneau gastro-intestinal. Je dois dire que c'est plus facile quand on utilise deux écrans, il y a moins de va-et-vient. Comme nous l'avons vu, nous utilisons le modèle ASF par défaut et cela se reflète dans la base de données héritée. Le pourcentage de liquide par défaut dans l'intestin grêle, un modèle à jeun et une vidange gastrique d'ordre 0. Donc, cela semble être comme et ce à quoi nous nous attendrions. Nous pouvons maintenant faire défiler jusqu'au tableau, vérifier l'ASF et aussi parcourir le tableau, car ici vous trouverez votre fraction non liée dans les entérocytes, votre pH, etc., ainsi que votre temps de transit. Ceci est important, surtout pour les formulations de doses qui déclenchent l'avertissement concernant la possibilité d'envisager un temps de transit gastrique plus court. Pour cela, vous pouvez voir que GPX utilise 0,25. Donc, lorsque nous lançons la simulation, il faut répondre non au message qui apparaît dans la version VB et qui nous demande si nous voulons raccourcir cela à 0,1 heure. C'est donc quelque chose à retenir. Vérifiez dans le tableau et confirmez que tout correspond avant de passer à la vue pharmacocinétique. Pour la pharmacocinétique, nous avons bien votre ratio sang sur plasma qui est de 0,55 et une fraction mesurée non liée dans le plasma de 0,7. Et encore une fois, revérifiez que le FEP plasmatique ajusté vous permet de vous assurer que vous n'avez fait aucune faute de frappe pour le log-P ou le FEP. Le débit sanguin hépatique est affiché dans l'onglet compartimental. Vous pouvez donc le comparer à l'onglet de physiologie intestinale dans la version VB. Vous pouvez voir que les unités sont différentes, donc il est facile de simplement changer les unités dans GPX. Ainsi, vous pouvez comparer des éléments similaires sur les deux plateformes. En revenant à l'onglet pharmacocinétique, nous devons diminuer notre clairance. Il n'y a pas de clairance rénale, donc c'est bon. Et nous devons également diminuer notre volume. Et encore une fois, vous pouvez simplement vérifier la demi-vie calculée pour vous assurer qu'il n'y a pas de faute de frappe. Nous avons pris en compte le calendrier physiologique, donc nous sommes maintenant prêts à confirmer les paramètres de simulation. Donc, ceux auxquels j'ai suggéré que nous revenions étaient l'effet des selles biliaires, que vous pouvez voir ici, et vous pouvez constater que nous avons maintenant 0,077 sur les deux plateformes, donc c'est bien. Et puis l'autre, c'est la perméabilité. Et encore une fois, vous pouvez maintenant voir que la perméabilité convertie que nous allons utiliser est de 6,65 x 10 puissance moins 4 cm par seconde, ce qui est reflété ici. Et vous pouvez également vérifier que vos valeurs paracellulaires et transcellulaires correspondent entre les deux plateformes en faisant attention encore une fois aux unités. D'accord, lançons donc la simulation dans GPX. Enregistrez la fiche du médicament et lancez la simulation dans l'ancienne version, en veillant à répondre non, car nous voulons utiliser un temps de transit gastrique de 0,25 heures. Si nous comparons visuellement les deux courbes de concentration plasmatique en fonction du temps, on peut voir qu'elles sont globalement similaires. Évidemment, nous pouvons également vérifier la vue récapitulative pour nous assurer que les valeurs que nous obtenons pour les paramètres de synthèse sont dans des plages raisonnables, comme on pourrait s'y attendre. 1876 ng/ml pour le CMAX et 1876 UGml pour le CMAX dans VB. Donc, tout semble être raisonnablement bien aligné. Il existe une autre façon de vérifier, donc pour cela, je vais simplement refaire le même exercice, mais avec la carbamazépine. Donc, encore une fois, nous allons remonter en haut de la vue des stimulations et commencer à mettre à jour les valeurs que nous voyons. La carbamazépine est donc un comprimé, mais il s'agit d'un comprimé de 200 mg. Nous utilisons un modèle compartimental de 78 kg. Et vous pouvez voir qu'ici nous avons une extraction de premier passage à la fois dans l'intestin et dans le foie.
Nous devons donc nous assurer de mettre à jour ces deux éléments. Je sais que pour l'effet nanoparticulaire, encore une fois, nous utilisons la valeur par défaut. L'effet des sels biliaires doit en effet être vérifié avec attention. Ouvrons cet écran. Vous pouvez voir que le taux de solubilisation est nul. Nous devons régler cela à 0 ici, et encore une fois, il semble que cela sera mis à jour au fur et à mesure que nous avancerons dans les paramètres du modèle. Le modèle de dissolution est par défaut, tout comme la précipitation. Mais ici, nous avons en fait un modèle différent. Pour notre perméabilité, c'est donc quelque chose à modifier ici. Nous devons donc passer au système d'absorption, au modèle CACO2, puis vérifier la valeur de la perméabilité ABS CACO2 lorsque nous serons sur la vue du composé. Les paramètres A4 sont par défaut et pour les données observées ici, cette fois, nous n'avons que des paramètres, donc nous devrons aller les récupérer dans un instant. La durée de la simulation est de 24 heures. Nous avons terminé avec la vue des simulations pour ce premier passage. Allons donc vérifier les paramètres de la carbamazépine et les ajouter à notre base de données ici. Donc, la FA de la carbamazépine est de 99 et le F est de 78%. En revenant à la vue du composé, sélectionnons la carbamazépine en haut et vérifions à nouveau que nous avons bien tout pour la bonne masse moléculaire. Cette fois, nous avons bien un point de fusion, donc allons l'entrer maintenant. Le point de fusion ici est de 192. Le coefficient de diffusion, vous pouvez le voir ici à 0,86 cm par seconde multiplié par 10 puissance moins 5. Donc cela correspond lorsque l'on tient compte des différentes unités. En termes de solubilité, devons-nous encore apporter des modifications? Oui, nous le faisons. Nous allons donc annuler à partir d'ici 6,86 pour le pH et 0,15 pour la solubilité. La densité est conforme, vérifions simplement. La tension interfaciale. La tension interfaciale est correcte. Donc la solubilité biopertinente est là. Donc ici nous avons 0,39, 0,48, 0,17. Donc tout semble correct. Nous avons donc terminé avec le panneau de solubilité. En ce qui concerne le pKa, nous n'avons pas de données mesurées cette fois-ci. Nous devons donc simplement vérifier les valeurs réelles du pKa. Assurez-vous bien sûr d'enregistrer ces modifications au fur et à mesure que vous les effectuez. Donc les pKa semblent comparables. Et ensuite, le modèle structurel est sélectionné et tous les paramètres d'entrée semblent corrects, mais le log P réel de 2,19 doit être mis à jour. Et ensuite, la perméabilité. Donc nous avons, oh c'est intéressant. Nous avons terminé maintenant. Il semblait donc que la perméabilité ne s'était pas actualisée, alors faites attention à cela. Mais nous avons 5,26 pour CACO2, donc cela multiplié par 10 à la puissance moins 5 à cause des unités, c'est maintenant correct. Donc, espérons que lorsque nous reviendrons à la vue de simulation, notre PEF simulé sera comparable. Et puis si nous vérifions à nouveau les propriétés de Zoom, elles semblent correctes, donc encore une fois, nous y reviendrons lors des simulations une fois que nous y serons. Les fenêtres de cinétique enzymatique et de cinétique des transporteurs sont vides. Donc, en revenant à la simulation, vous pouvez voir que notre schéma posologique est de 200 mg, comprimé oral de 75 microns. Donc, nous allons passer à cela dans le calendrier de dosage et nous utilisons le comprimé oral de 75 microns. Donc, encore une fois, vous pouvez le sélectionner ici. Et vérifiez simplement que tout est conforme à vos attentes. Donc comprimé de 200 mg, mais cette fois, nous devons mettre à jour la taille des particules à 75 microns. Encore une fois, nous n'avons qu'une seule classe, donc même s'il est indiqué log normal hérité, ce qui correspond directement au type de distribution log normal dans BB, cela n'a pas d'impact pour cette simulation particulière. Nous avons un facteur de forme de 1 et encore une fois, les paramètres de la couche de diffusion sont par défaut. Donc nous pouvons les vérifier, mais ils devraient être identiques sur les deux plateformes.
Donc, en revérifiant simplement le schéma de dosage, nous avons une dose avec un volume de dose de 250 ml, donc tout semble cohérent. Le schéma physiologique est à nouveau de 78 kg, donc nous pouvons nous souvenir de la dernière fois qu'il n'y a qu'un seul événement et que nous utilisons la physiologie humaine à jeun de 78 kg. Tant que notre modèle compartimental utilise le poids corporel de 78 kg, tout cela, comme nous l'avons vu précédemment, était par défaut. Donc, même s'il vaut la peine de revérifier certaines des valeurs dans l'ASF, comme il s'agit d'un paramètre raisonnable dans GPX et que nous n'avons rien changé pour le dernier enregistrement que nous avons créé dans VB, nous savons que cela devrait également convenir pour celui-ci. Il vaut également la peine de vérifier les éphéanthéracites, car il s'agit d'une propriété physiomoléculaire et cela peut donc varier selon le composé ainsi que la physiologie. Très bien, nous sommes donc prêts à passer à l'onglet pharmacocinétique. Encore une fois, il semble que nous ayons toujours un reliquat de différents rapports sans plasma parce que, si vous vous souvenez du rapport sans plasma de la paroxycan, le mettre à jour avec le rapport sans plasma et la liaison aux protéines de la carbamazépine devrait permettre d'ajuster la valeur lipidique. Nous avons une clairance de 3,39. Cette fois, nous avons une clairance rénale de 0,0168. Encore une fois, les unités sont comparables et le volume de distribution est de 1,51, ce qui nous donne une demi-vie correspondante. Voilà pour la pharmacocinétique. Vue terminée. Nous devons donc revenir en arrière et simplement vérifier l'effet des selles biliaires. Si nous ouvrons la fenêtre des selles biliaires dans BB, nous pouvons voir que les valeurs calculées de phase 7 et phase 7 correspondent bien. Et la perméabilité, si nous la vérifions, nous pouvons constater que nous avons la même paracellulaire, la même transcellulaire et nous avons également la même valeur convertie. Ainsi, dans GPX, le PEF converti est équivalent au PEF stimulé dans VB. D'accord, je pense que nous sommes prêts à lancer la simulation. Alors, lançons la simulation dans GPX. Et cette fois, copions les données de notre courbe CP en fonction du temps dans Excel. Puis copions-les. Et créons des données observées ou un fichier OPD dans VB. Cela nous permettra de voir facilement si ce que nous avons réellement créé dans VB est identique à ce qui se trouve dans GPX. Alors collons-le, vérifions bien les unités. Nous avons des heures contre des nanogrammes par millilitre, donc il faut bien vérifier cela. D'accord, ça a l'air bon, enregistrons cela. Ensuite, nous pouvons enregistrer notre dossier médicamenteux, puis lancer la simulation. Normalement, en comparant la courbe CP en fonction du temps, nous devrions constater une bonne concordance entre les deux simulations. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre la méthode optimale pour convertir un projet GPX en une base de données VB existante. Merci.